Et pour débuter notre journée, je suis très fier et honoré que M. Bernard Launoy ait accepté de nous faire le portrait d'un chirurgien que vous tous connaissez de nom, mais peut-être pas d'histoire. Thomas Starzl, comment il a introduit la transplantation hépatique. M. Launoy, je vous remercie encore d'être ici. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Thomas Starzl est mort le 7 mars 2017. Il était né le 26 mars 1926. Il était donc très proche de 91 ans. Sous la présidence de Jean Moreau, il avait reçu l'un des prix les plus prestigieux de notre Académie, le prix Ladlon, qui récompense une innovation chirurgicale majeure. Ce prix de Ladlon correspond tout à fait au prix Jacobsen de l'American College of Surgeons, que Thomas Starzl avait lui-même reçu, mais après François Dubois. François Dubois avait été le premier à le recevoir et Thomas Starzl le second. Les Starzl avaient émigré en 1874 de la frontière austro-tchécoslovaque pour une petite ville de l'ouest de l'Iowa, le Mars, où ils étaient devenus fermiers, élevant du bétail et des moutons. Et puis, en 1998, ils avaient fondé un journal germanophone, Der Herold, qui cessa de paraître à la Première Guerre mondiale. Il fut alors remplacé par un journal appelé le Mars Globe Post, qui appartient donc à la famille Starzl, et Starzl vécut toute son enfance dans ce monde de la presse. Son oncle, Frank, était le directeur général, le grand patron d'une grande agence américaine de presse, dont vous avez tous entendu parler, puisqu'il s'agit de l'Associated Press, située à Rockefeller Plaza à New York. Et son père, Ron, devint l'unique propriétaire, l'imprimeur et l'éditeur de ce journal fondé par la famille, qui était donc le Mars Globe Post. Il adorait écrire. Il adorait écrire notamment des nouvelles de science-fiction. Et Thomas Starzl, dès son enfance, fut passionné par ce monde. Il s'enfermait dans les sous-sols de la maison familiale. Il fouillait toutes les archives. Il ne sortait qu'à la nuit tombée de ce sous-sol pour enfin travailler à ses devoirs de classe. À l'âge de 11-12 ans, il occupa tous les postes que son père lui confia dans son journal. Par la suite, il appliqua les principes de la presse aux publications scientifiques et il chercha toujours à publier le plus rapidement possible toutes ces publications scientifiques. Il était toujours à la recherche d'un scoop. Il voulait respecter constamment les deadlines. Il cherchait toujours un titre qui était informatif, mais qui était aussi attractif. Parfois, il choisissait des titres qui venaient du langage courant, parce qu'il les trouvait plus expressifs, comme par exemple les greffes en grappe, cluster, comme pour le prélèvement multi-organes, la récolte, harvesting, comme la technique du piggyback pour l'implantation de la greffe hépatique sur la veine cave inférieure, comme un homme porte sur son dos un poids lourd comme un Ford Real portait jadis des poids pesants sur le dos. Et cela a donné une force très grande à toutes ces publications scientifiques qui étaient très lues, et il choisissait très soigneusement les journaux où il publiait ses articles. Il
fait des études secondaires qui sont brillantes, et il faut remarquer qu'il excellait en latin. Après son collège, il fait ses études médicales à Chicago, à la Northwestern University, et là, il obtint un PhD avec McGould, et notamment, il fait un travail de connexion ascendante du système réticulé activé avec une référence particulière pour le diencéphale. Sa mère était d'origine irlandaise, elle était aussi infirmière en chirurgie, et après ses études médicales, il veut se spécialiser par tradition familiale, je dirais, en chirurgie, et il va faire sa formation à Baltimore, où John Hopkins, où règnent alors deux très grands pionniers de la chirurgie cardiaque, Alfred Blalock et Helen Taussig. Après cette résidence, comme Blalock lui refuse une 6e année de résidence, il décide de devenir chef résident à Miami. La criminalité y est déjà effroyable. En 2 ans, il pratiquera 2000 interventions, mais il veut quand même continuer à faire de la recherche. Malheureusement, il n'y a pas de laboratoire à l'hôpital à l'université de Miami. Alors, comme Steve Jobs, il loue un garage en face de l'hôpital, et avec sa femme, il va faire de la chirurgie expérimentale. Il reprend les travaux de Pavlov sur la fistule d'Eck et la fistule d'Eck inversée, et pour des raisons pratiques, il décide de remplacer ses travaux par un modèle plus simple, c'est-à-dire l'hépatectomie totale sur le chien. Et après avoir fait l'hépatectomie, tout d'un coup, tout s'éclaire, il s'aperçoit qu'il a fait la moitié de l'opération et qu'il ne suffit pas d'enlever le foie, il faut le remplacer. Or, le mot transplantation à l'époque n'existe même pas, ou à peine. Il n'y a eu qu'une seule publication de transplantation, celle faite par Claude Welch, sur une transplantation hétérotopique auxiliaire. Donc, il a envie de démarrer ce modèle expérimental. Il retourne à Chicago pour obtenir sa spécialité de chirurgie cardiaque et de chirurgie thoracique, toujours à Northwestern University, et il lui tarde de commencer son expérimentation. Il négocie un contrat pour être temps plein. Il sera l'un des 2 temps pleins de l'université et il va donc pouvoir commencer enfin la transplantation hépatique expérimentale, mais il n'a pas le droit de toucher aux humains, d'opérer des êtres humains. Aussi l'appelle-t-on le chirurgien des rats, le chirurgien des chiens. Thomas Starzl, oh là, je suis en arrière. Thomas Starzl va donc commencer son expérimentation sur le chien, et notamment il va avoir un résultat difficile. Le chien possède des sphincters veineux sur les veines sous-hépatiques, provoquant le phénomène d'outflow block qu'il va résoudre. La technique va être parfaitement codifiée, il va obtenir des succès expérimentaux réguliers et il va présenter ses résultats au Surgical Forum de San Francisco avec une autre expérimentation qui est déjà une expérimentation de greffe multiviscérale. Et il s'aperçoit que l'audience est très clairsemée, que ça n'intéresse personne, et il réalise que si un jour il veut réaliser de la transplantation hépatique, il faudra qu'il fasse une autre transplantation plus simple, plus courante, et il pense bien sûr à la transplantation rénale. 4 ans plus tard, il est nommé associate professeur à Denver et chef de service du VA Hospital de Denver.
du service de chirurgie générale. Et là, il va être excessivement méticuleux dans la préparation de l'organisation de son futur service. Avec Richard Waddell, il va prendre son temps, 6 mois. Il va tout de suite s'adresser aussi à l'acte fondateur de la transplantation. Et l'acte fondateur de la transplantation, c'est un tour de force qui a été réalisé le 22 juin 1960 par René Cusse, qui pour la première fois a réalisé une greffe rénale entre non-imparentés après irradiation corporelle totale du receveur. Le rein fonctionne parfaitement pendant 5 semaines. Au bout de 5 semaines, un rejet apparaît, confirmé par la biopsie, et René Cusse décide pour la première fois d'utiliser 60 mg par jour de 6-mercaptopurine et 40 mg par jour de prénisone. Et ça marche. Le rein repart, et cette greffe sera le premier succès au monde de greffe rénale en dehors de tout lien de parenté. C'est une étape majeure. René Cusse parle de cocktail thérapeutique, et Starzl se rappelle de cet épisode qui l'a marqué, et il se dit, il faut que j'utilise la même méthode. Mais au lieu de donner ça à l'occasion d'un rejet, il faut que je le donne en préventif pour éviter la survenue d'un rejet. C'est donc l'invention du traitement immunosuppresseur, et voici le titre d'ailleurs de ce chapitre dans le livre qu'il a écrit sur la transplantation rénale en 1964. Il décide donc d'appliquer ce principe chez l'homme. Mais il ne veut pas le faire sans preuve. Donc il veut à tout prix faire une expérimentation. Or, le temps presse. Pourquoi? Parce qu'il vient de recevoir un enfant, Royal Jones, qui attend le rein de sa mère. Et à l'époque, lorsqu'on utilise le rein artificiel, on doit utiliser les shunts de Scribner. Mais les sites où on implante ces shunts, qui s'opposent une artère et une veine, s'épuisent au fur et à mesure qu'on pratique ces reins artificiels. Et là, il reste très peu de sites. Donc, il lui faut à tout prix ces expérimentations pour être sûr qu'il n'est pas dans l'erreur, mais d'un autre côté, cet enfant a besoin d'un rein d'une manière impérative. Et l'expérimentation animale va marcher. Il a la preuve qu'effectivement le traitement immunosuppresseur peut prévenir le rejet. Et cet enfant aura une longue survie après sa greffe rénale. À la suite de ce travail, il présente ses résultats à Washington, alors qu'il est invité à la dernière minute par Goodwin. Ces résultats sont présentés en octobre 1963 et ces résultats sont tellement impressionnants que 25 ans plus tard, c'est encore son groupe qui a le groupe de malades avec le plus survivant. Devant cette expérience rénale qui marche, il se dit qu'il est temps de commencer la transplantation hépatique. Et le 1er mars 1963, comme vous le voyez sur cette plaque, il réalise la première transplantation hépatique. Vous avez la feuille d'anesthésie originale et le compte-rendu original de la première greffe hépatique mondiale. Par thoraco-phréno-laparotomie, par le 8e espace, il aborde le foie. Il existe une anse grêle, une anse idéale qui est adhérente au foie. Il pratique une résection. Et puis, il est forcé d'aller un peu plus vite parce que la salle du donneur lui apprend que l'échec
que la perfusion du foie du donneur a échoué et qu'il est urgent de mettre en place le foie du donneur. Or, il y a une hypertension collatérale très importante. Il met un clamp au-dessus du foie, en dessous du foie, il clampe en masse le pellicule hépatique, il retire le foie et il va mettre en place le foie du donneur. Après la réalisation de l'anastomose, pendant 20 minutes, la situation est stable. Et au bout de 20 minutes, arrive un saignement diffus. Le professeur Von Kolla, appelé en salle d'opération, fait donc le diagnostic de fibrinolyse. 2 autres greffes seront faites en 1963. Elles mourront malheureusement au 21e jour, cette fois d'embolie pulmonaire, en raison de l'utilisation d'un chien fémoro-jugulaire, comme on le pratiquait chez l'animal à l'époque, et qui, à la suite de ces embolies pulmonaires, seront définitivement supprimées. Voilà l'article original. Je peux vous dire que quand cet article original est paru dans la presse scientifique, dans Surgery de gynécologie et obstétrique, toute notre génération a été éblouie par cette transplantation. D'abord, on n'imaginait pas que c'était possible. C'était une idée qui nous était pas venue. Et toute notre génération a été passionnée par la transplantation. Et je suis content que Max Bernard soit là aujourd'hui, parce qu'il se rappelle de cette période. Ça a été une période extraordinaire, où tout le monde a été passionné par cette nouvelle technique qui venait d'apparaître. Mais à la suite de ces échecs, de ces 3 échecs, Thomas Starzl est raisonnable et il dit qu'il faut retourner au laboratoire, avec un double objectif. Premier objectif, améliorer la technique chirurgicale. Et l'amélioration de la technique chirurgicale, c'est la suppression, bien sûr, du chien fémoro-jugulaire qui a entraîné ces embolies pulmonaires. Et puis, il faut améliorer le traitement immunosuppresseur. Alors, il se trouve qu'en 1899, Elie Mechnikov arrive en France et publie. Elie Mechnikov était professeur de biologie marine à Saint-Pétersbourg. C'était un spécialiste de l'étoile de mer. Et pour des raisons familiales, il doit quitter Saint-Pétersbourg. Il arrive en France, il arrive à l'Institut Pasteur, où il travaille immédiatement. Il obtiendra en 1904 un prix Nobel à l'Institut Pasteur. Et en 1899, dans les Annales de l'Institut Pasteur, il publie un article sur la résorption des cellules. Et dans cet article, il y a un article sur le sérum antilymphocytaire. C'est la découverte du sérum antilymphocytaire qu'on oublie pendant des années. Puis un chirurgien écossais, Sir Michael Woodruff, découvre que ce sérum antilymphocytaire est un puissant immunosuppresseur. Thomas Starzl décide de fabriquer alors lui-même le sérum antilymphocytaire. Il utilise les lymphocytes spléniques qu'il injecte avec l'adjuvant de Freud dans le cheval. Il y a donc une ferme où il va. On injecte ces cellules, ces lymphocytes spléniques dans la jugulaire externe. On surveille la lymphocytotoxicité. Lorsqu'elle devient suffisante, on saigne le cheval, on recueille le sérum, on purifie le sérum avec le sulfate d'ammonium et on met ce sérum antilymphocytaire dans des petits flacons de 4 ml pour injection intramusculaire. Et l'apport de ce sérum antilymphocytaire est fantastique car c'est le succès de la greffe hépatique. C'est les premières survies à long terme en 1968. Le 8 octobre 1970 est opéré à Denver un malade très spécial, Peter Petrovich. Peter Petrovich est arrivé avec son donneur dans le même avion de Los Angeles. Il est porteur d'une cirrhose nutritionnelle majeure.
avec une encéphalopathie sévère, avec des escarres sacrées, ischio-trochantériennes, talonnières. Il subit donc cette intervention. Malheureusement, l'encéphalopathie n'est pas guérie par la transplantation hépatique. On lui disait « Sir, open your eyes » et il n'entendait pas le message. Il a malheureusement aussi une hémorragie gastrique. Il a une hémorragie gastrique qui impose une gastrectomie partielle, hémorragie gastrique due à une hypertension portale persistante. Finalement, au bout de 4 semaines, il décède, mais le foie greffé est normal. C'est un foie d'individu absolument normal. C'est donc un grand espoir pour continuer. Mais ce qu'il y a de particulier, c'est que 3 semaines après sa mort, le Downvorpost révèle que ce malade si particulier est le roi d'Yougoslavie, qui a eu beaucoup de malheurs. Le 3 décembre 2009, je suis à Belgrade pour des conférences invitées par le professeur Milicevic, et il m'entraîne au Palais Royal. Et là, je m'aperçois que le roi Yougoslavie a une vie fort triste. D'abord, je dois dire que les documents que je vous présente, les feuilles de compte-rendu opératoire d'anesthésie, je ne vous les montre qu'avec l'autorisation de Thomas Starzl. Je n'ai pas voulu vous les montrer sans avoir son autorisation. Et pour revenir au roi de Yougoslavie, voilà le palais royal de Belgrade. Et il vivait avec une salle du trône qui était la copie de la salle du trône d'Ivan le Terrible. Mais il y a pire. En 1936, alors qu'il a 13 ans, son père, le roi Alexandre de Yougoslavie, est assassiné avec Louis Barthou à Marseille. En 1941, alors qu'il a 18 ans, il est chassé par les Allemands de Yougoslavie. Il arrive à Londres, il est accueilli par Churchill avec les honneurs. Il devient officier de la RAF. Il se marie avec la princesse Alexandra de Grèce, qui lui donne un prince héritier, qui est toujours le prince héritier de Yougoslavie, qui vit dans ce palais royal où ses conseillers l'avaient reçu. Et puis arrive Yalta en 1944. Staline, en face d'un Roosevelt vieillissant, malade, faible, arrache la Yougoslavie aux 3 grands. Le roi de Yougoslavie n'a plus aucun intérêt. Sa femme part vivre à Venise, son fils est éduqué en Suisse, et lui part à Los Angeles, où il sombre dans l'alcoolisme. En dépit de ses premiers succès de transplantation hépatique, les résultats sont médiocres. Et grâce à mes amis lyonnais, les résultats de l'Université du Colorado sont présentés à Lyon en mars 1972. Et les résultats sont très médiocres. En effet, sur 36 malades ayant reçu une transplantation hépatique, 10 seulement ont vécu 1 an, moins de 25% de survie. Et 3 sont à cette époque vivants. Pire, la plus longue survie, Jimmy Grant, meurt au bout de 2 ans d'une pneumonie à virus due à une immunosuppression trop forte. Donc le seul espoir est ce chien que vous voyez photographié ici 7 ans après sa greffe, alors qu'il n'a plus de traitement immunosuppresseur. Les années 70 ne sont pas enthousiasmantes. Et pourtant, 2 découvertes majeures vont être faites. L'une,
est faite par Joseph Benichou, qui est devenu par la suite chirurgien de l'hôpital à Picelle, qui va montrer qu'il est possible de préserver le foie canin et le foie humain de 8 à 10 heures. C'est une découverte majeure et ça va permettre surtout d'aller chercher des foies à distance, alors que jusqu'à présent, on opérait le donneur à côté de la salle de receveur. Deuxième découverte, celle de Jean-François Borel, qui montre l'effet immunosuppresseur de la cyclosporine A. Roy-Kahn se précipite sur cette drogue et l'utilise sur 36 greffes d'organes, 32 greffes rénales, 2 greffes hépatiques, 2 greffes de pancréas. Malheureusement, la plupart, la majorité de ces malades vont mourir de lymphome et on pense que la cyclosporine est sans avenir. Starzl lui-même, à la fin des années 70, écrit un article dans Archive of Surgery, déclin de la survie en transplantation hépatique. Sur 26 greffes faites dans les années 80, seulement 6 ont survécu. Pire, un médecin de Colorado Springs, sur les injonctions du professeur de néphrologie de Denver, écrit une lettre à tous les membres de la société de néphrologie en disant, vous savez, il est question que l'équipe de transplantation de Denver utilise une drogue néphrotoxique. Je voudrais vous demander vos commentaires sur les conséquences potentiellement immorales et non éthiques d'utiliser une telle drogue. Le doyen de la faculté de médecine de Denver ne croit plus en Starzl. Il trouve que ça coûte très cher et il n'est pas prêt à supporter les essais de la cyclosporine. Il licencie les membres les plus importants de l'équipe de Starzl, son directeur de recherche clinique, qui s'occupe de la transplantation hépatique, son anesthésiste, qui est en plus de chairman du département d'anesthésie. Bref, la situation est très sérieuse pour Thomas Starzl, d'autant plus que, sans s'en rendre compte, il fait une maladresse. Un journaliste l'interviewe sur les problèmes qui existent à l'école de médecine. Et le journaliste lui dit, mais c'est un combat de titan. Et Starzl lui dit, mais qui est l'autre titan? Voulant simplement montrer qu'il était peut-être l'un de ces titans. Ça a été très mal reçu. Du coup, il est obligé de démissionner avec un effet 4 mois plus tard. On supprime immédiatement les lits de transplantation hépatique du Colorado General Hospital pour en faire des bureaux administratifs. Même la plaque commémorant le 10e anniversaire de la première greffe hépatique est enlevée. Et Starzl dit je ne sais pas où aller, mais en tout cas, je sais où je ne peux pas rester. Et effectivement, il ne sait pas où aller, car il avait pris des contacts avec UCLA, mais les conditions sont tellement draconiennes qu'il refuse. On le voit sur la plage de Los Angeles, où il vient de refuser le contrat qui était peu intéressant pour continuer son expérience en transplantation hépatique. Alors il négocie un peu secrètement pour trouver un poste. Et quand il était au Johns Hopkins, il était devenu très ami avec Bautson, qui fit la première transplantation cardiaque en Pennsylvanie et qui est devenu chairman. Et Bautson le prend à Pittsburgh. Et le 31 décembre 1980, par la nuit la plus froide qu'ont connue les États-Unis depuis 100 ans, il prend sa voiture et il va de Denver à Pittsburgh. À peine arrivé, il recommence son expérience de transplantation. Mais les 4 premières transplantations hépatiques vont mourir entre 4 jours et 22 jours. Un matin, quand il
conduit sa voiture, il entend la radio une auditrice qui dit quand est-ce qu'on va supprimer la transplantation hépatique dans l'université, il n'y a que des échecs. Le 31 juin 1981, une pétition est signée à l'unanimité par les internes et les résidents du département de médecine de l'université de Pittsburgh, disant que la transplantation hépatique est un objectif irréaliste qu'il est immoral de poursuivre. Fort heureusement, Starzl avait le droit pour les États-Unis d'avoir l'utilisation de la cyclosporine. Et contrairement à ce qu'avait fait Kahn, il imagine utiliser la cyclosporine à des doses beaucoup plus faibles, mais comme il a fait toujours, en associant de la pénicilline. Et là, c'est le succès. C'est le succès avec une survie pour 19 malades de 68%. C'est la gloire aux États-Unis, c'est le héros américain. Et chose extraordinaire, il va aller jusqu'à faire 750 greffes hépatiques par an à l'université de Pittsburgh, avec au début une seule salle d'opération, et il va y avoir 10 000 emplois qui vont être créés. C'est aussi, grâce à cette découverte de l'utilisation de la cyclosporine, une expansion considérable de toutes les transplantations. C'est bien sûr le foie, le cœur, le pancréas, l'intestin, toutes les transplantations vont se développer, la greffe de moelle osseuse. Et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un médicament très difficile à produire, car il est soluble dans rien, sauf dans l'huile de ricin. Et donc, Sandoz a hésité beaucoup à le produire, parce que ça coûtait très cher. Et c'est à cause de ces transplantations extra-rénales que la cyclosporine a été produite. En 1992, Thomas Starzl découvre le microchimérisme et la migration des cellules depuis l'organisme du donneur vers le foie du receveur et depuis le foie du donneur vers l'organisme du receveur, induisant ainsi la tolérance. À l'époque, on pense que le prix Nobel ne peut lui échapper, car il a tant fait pour la transplantation. Il a trouvé la réversibilité du rejet et son traitement, le traitement immunosuppresseur systématique, 3 dogmes immunosuppressifs majeurs que sont le sérum antilymphocytaire, le cyclophosphamide, et puis aussi le FK506, c'est-à-dire le tacrolimus, et puis enfin, il a quand même fait la première transplantation hépatique mondiale. Et pour le tacrolimus, il est allé au Japon, il a vu le laboratoire Fujisawa, et il a obtenu l'exclusivité du développement expérimental et clinique de cette drogue, et il a ainsi pu développer à Pittsburgh un groupe de transplantation intestinale qui a été particulièrement performant, avec une centaine de greffes réussies, alors qu'il s'agit d'une des greffes les plus difficiles. Il aimait beaucoup la France et la chirurgie française. Il a été très ami de Henri Garnier, qu'il soigna. Il était très ami de René Cusse, à qui il vouait une reconnaissance et surtout une profonde amitié pour tout le travail que Cusse avait fait. Et en 1988, il est venu en France fêter le 80e anniversaire de Jean-Louis Horta-Jacob, en présence d'un grand nombre de collègues qui sont présents aujourd'hui. Et vous retrouvez ici une photo qui est une photo un peu historique, avec Jean-Louis Horta-Jacob qui fit la première hépatectomie droite au monde, René Cusse
qui fit la première greffe rénale en dehors de tout lien de parenté. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Lenoir, pour cette remarquable lecture absolument passionnante. Je vous remercie d'avoir montré la photo précédente. J'ai reconnu beaucoup de mes maîtres et même de mes collègues. J'ai vu qu'il y avait Claude Duquet, j'ai vu qu'il y avait Bernard Andréassian. J'ai vu que... Bon voilà, je vous remercie de nous avoir fait vivre ce moment d'émotion. Vous voulez dire un petit mot? Je crois qu'on ne recommande pas en général une lecture, mais je ne sais pas, mais je vais vous donner exceptionnellement la permission. Je vais féliciter Bernard pour ce qu'il a dit, et simplement je veux rappeler que Tom Starzl est venu ici, à l'Académie de chirurgie, à plusieurs reprises, notamment dans les années, moi je rappelle qu'en 1963, j'avais amené un chien, il y avait un type qui s'appelait Michael Loche, je pense si vous connaissez, qui a retrouvé le poste de chef de clinique parce qu'il était trop intelligent, enfin bon, et il était iranien, il était bon, mais Tom était un intime de Philippe Mikhailov, et on est venu ici à plusieurs reprises, et je pense que ça a beaucoup de sens, et il faudrait qu'on retrouve les situations. Moi je me rappelle avoir amené un chien ici, j'étais étudiant. Bah oui, tu te fais marrer, mais c'est le chien qui avait 3 mois de survie après 2 fois. Mais Tom est venu, je dirais, en 67, 68 à plusieurs reprises, et que c'est vraiment une très 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 belle chose qu'aujourd'hui un hommage soit rendu par notre ami Bernard. Merci beaucoup. Je propose d'aller plus loin, malheureusement Irage Langebac n'est pas là, mais je propose un jour peut-être de faire une monographie sur l'ensemble des transplantations, puisque chez Christian Cabrol, j'ai vécu des nuits à faire du pyjama, je ne me suis jamais habillé puisqu'on faisait des transplantations. Voilà, donc je veux dire, il faudrait que vous nous fassiez plus, vous remettiez en relation avec Irage Langebac et que vous fassiez peut-être un lien sur la transplantation cardiaque aussi, qui a une belle histoire.